En ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe dans ton cerveau que tu ne contrôles pas. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu es faible ou différent des autres, mais parce que la partie de ton esprit qui prend les vraies décisions, celles qui façonnent ta vie, tes relations, ta santé, ton argent, la façon dont tu te vois le matin dans le miroir, cette partie n'a jamais eu besoin de ta permission pour agir. Elle a été programmée bien avant que tu sois en âge de choisir. Et elle tourne en boucle depuis. Il y a des choses que tu fais que tu ne comprends pas toi-même, des décisions qui semblent rationnelles sur le moment mais qui reproduisent toujours le même schéma, des opportunités que tu rates au dernier instant, des relations qui recommencent exactement là où les précédentes s'étaient arrêtées, des habitudes que tu essayes de changer depuis des années et qui reviennent toujours, avec la même force, au même moment. Tu n'es pas fou, tu n'es pas condamné, et tu ne manques certainement pas de volonté. Il y a un mécanisme précis, documenté, qui fonctionne en dessous du niveau de ta conscience. Et personne ne te l'a expliqué clairement. Il y a un homme qui a passé sa vie entière à étudier ce phénomène. Un homme qui a compris, il y a plus de 60 ans, quelque chose que la science moderne commence seulement à confirmer avec ses outils de mesure. Quelque chose que certains ont voulu minimiser, ignorer, ou enterrer dans les rayons poussiéreux d'une bibliothèque parce qu'il se trouvait à l'intersection gênante de la psychologie, de la spiritualité et de la neurologie. Cet homme s'appelait Joseph Murphy. Et ce qu'il a découvert va changer la façon dont tu te vois. Pas parce que c'est rassurant, mais parce que c'est vrai. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive au sens naïf et creux du terme. Ce n'est pas une promesse vide qui te dit que si tu y crois assez fort, l'univers te répondra avec des arcs-en-ciel et de la bonne fortune. Ce que Murphy a découvert est bien plus précis, bien plus puissant et bien plus dérangeant que ça. Parce que si ce qu'il dit est vrai, et les preuves accumulées depuis 60 ans suggèrent que oui, c'est vrai, alors tout ce que tu vis en ce moment n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de chance ou de mérite ou de travail, c'est une question de programmation. Et les programmes peuvent être réécrits. Dans cet audiolivre, on va aller là où peu de gens osent vraiment aller. Pas en surface, pas avec des platitudes et des affirmations creuses. On va ouvrir le capot, regarder ce qui se passe réellement sous le niveau de ta conscience et comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais même quand tu veux pas le faire. Si tu es prêt à voir ce que peu de gens voient, on commence maintenant. Chapitre 1, ce que Joseph Murphy a découvert et pourquoi on a voulu l'enterrer. Joseph Murphy est né en Irlande en 1898, fils d'un prêtre catholique, pharmacien de formation, pasteur plus tard, puis chercheur, un chercheur obsessionnel de la nature humaine, consacrant des décennies à une seule question que tout le monde posait en privé, mais que personne n'osait formuler en public avec sérieux. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles avec une relative facilité, et d'autres s'acharnent pendant des décennies sans jamais franchir les mêmes barrières ? Pas une question de talent. Murphy avait vu trop de gens brillants échouer de façon répétée pour croire ça. Pas une question de travail. Il avait connu trop de personnes qui travaillaient 60 heures par semaine pour rester exactement au même endroit. Pas une question de mérite ou de moralité. Les gens les plus méritants qu'il connaissait n'étaient pas nécessairement les plus prospères. Alors quoi ? Il y avait forcément autre chose. Murphy a passé des décennies à lire tout ce qui existait sur la psychologie naissante, les premiers travaux sur le cerveau, les traditions spirituelles orientales et occidentales, les études de cas médicaux inexpliqués, les observations de praticiens de l'hypnose et de la suggestion. Et à un moment, quelque chose a cliqué avec une évidence qui a changé le cours de sa vie. Il a compris que l'être humain fonctionne sur deux niveaux simultanément, deux esprits dans un seul corps. Deux systèmes qui coexistent en permanence, qui communiquent constamment, mais qui obéissent à des règles radicalement différentes. L'esprit conscient, celui que tu utilises pour lire, raisonner, planifier, décider, argumenter. C'est lui qui dit « je vais changer à partir de lundi ». C'est lui qui fixe des objectifs le 1er janvier. C'est lui qui sait exactement ce qu'il devrait faire. C'est lui qui fait des listes. C'est lui qui lit des livres de développement personnel et qui prend des notes. Et l'esprit subconscient, le fond permanent. Celui qui tourne en arrière-plan 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans repos, sans relâche, sans jamais demander la permission. Celui qui régule ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion, tes réactions automatiques dans le stress. Celui qui stocke absolument tout, chaque émotion, chaque croyance, chaque expérience, chaque conclusion que tu as tirée de chaque moment vécu depuis ta naissance. Et surtout celui qui commande les comportements les plus déterminants de ta vie. Pas qui suggère, qui commande. Murphy a réalisé quelque chose de profondément inconfortable. Le conscient propose, le subconscient dispose. Et quand les deux sont en désaccord, quand ton esprit conscient veut une chose et que ton subconscient croit autre chose,
Le subconscient gagne, pas parfois, pas souvent, toujours. C'est pour ça que tu peux savoir rationnellement que tu mérites quelque chose et ne jamais aller le chercher. C'est pour ça que tu peux connaître la bonne chose à faire et faire l'opposé avec une régularité déconcertante. C'est pour ça que tu peux décider de changer un comportement et voir exactement le même comportement réapparaître 3 semaines plus tard comme si ta décision n'avait jamais existé. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère, ce n'est pas un problème de volonté. C'est ton subconscient qui exécute un programme plus ancien et plus profond que ta décision consciente. Quand Murphy a publié Le pouvoir de votre subconscient en 1963, certains ont applaudi. D'autres ont regardé avec un scepticisme que l'on comprend. Le livre se trouvait dans cette zone inconfortable entre science et spiritualité, trop mystérieux pour les matérialistes stricts, trop rationnel pour les mystiques. L'establishment académique de l'époque était trop rigide dans ces catégories pour accueillir quelque chose qui refusait d'entrer dans une case. Mais le livre s'est vendu, des millions d'exemplaires, dans des dizaines de langues. Et il continue de se vendre aujourd'hui, plus de 60 ans après sa première publication. Pas parce qu'il promet des miracles, parce qu'il dit quelque chose que les gens reconnaissent comme profondément vrai dès qu'ils l'entendent. Quelque chose qui correspond à une expérience qu'ils ont vécue mais qu'ils n'avaient jamais su nommer. Ce que Murphy a découvert n'est pas une théorie abstraite, c'est un mécanisme. Un mécanisme qui fonctionne que tu y crois ou non, exactement comme la gravité fonctionnait avant que Newton la nomme. Et maintenant, on va regarder exactement comment il fonctionne. En chapitre 2, le jardin et le jardinier. Comment fonctionne vraiment ton esprit? Murphy utilisait une image, simple. Presque trop simple pour la profondeur de ce qu'elle contient. Mais c'est précisément pour ça qu'elle a traversé les décennies et continue de résonner. Il disait « Ton esprit est un jardin. L'esprit conscient est le jardinier. Il choisit les graines, il décide quoi planter. Il peut observer le jardin et décider d'intervenir. L'esprit subconscient est la terre. Et la terre ne juge pas les graines. Elle ne choisit pas. Elle ne filtre pas. Elle ne dit pas celle-là est une bonne graine ou celle-là est une mauvaise graine. Elle fait une seule chose avec une fidélité absolue. Elle fait pousser ce qu'on lui donne. Plante une graine de tomate, la terre fait pousser une tomate. Plante une graine d'ortie, la terre fait pousser des orties. Plante une graine de doute, de peur, d'indignité, la terre fait pousser du doute, de la peur et un sentiment d'indignité. Elle n'a pas d'opinion. Elle exécute. C'est sa nature. C'est sa seule nature. Ton subconscient fonctionne exactement comme ça, avec une précision que ça devrait te faire frissonner. Chaque pensée que tu répètes est une graine. Chaque croyance que tu nourris est une graine. Chaque image mentale que tu te fais de toi-même, capable ou incapable, méritant ou indigne, chanceux ou perpétuellement maudit, est une graine que tu plantes dans cette terre, consciemment ou non. Et la terre fait pousser ce que tu lui donnes, sans exception, sans jugement, sans délai infini. Maintenant, voici quelque chose d'absolument essentiel, à comprendre quelque chose que Murphy avait saisi et que la neuroscience moderne a confirmé depuis. Le subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginé. Lis ça à nouveau. Le subconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui s'est vraiment passé et ce que tu lui répètes assez fort, assez souvent, avec assez d'émotion. Pour lui, une pensée répétée avec intensité émotionnelle est une réalité, pas une métaphore de réalité. Une réalité au sens où il la traite comme vraie, l'utilise comme référence et organise des comportements en conséquence. C'est le mécanisme derrière quelque chose que tu as probablement vécu sans le comprendre. Tu penses à un problème intensément avant de t'endormir. Le lendemain matin, le problème semble encore plus grand, plus insoluble, plus écrasant. Pas parce que la situation a empiré pendant la nuit, parce que ton subconscient a travaillé pendant des heures à confirmer et amplifier ce que tu lui avais donné avant de dormir. Il a cherché dans ta mémoire toutes les preuves que le problème est réel et sérieux. Il a construit des scénarios et au réveil, il te livre une collection soigneusement sélectionnée de tout ce qui confirme la gravité du problème. Ton subconscient n'est pas ton ennemi. Il est ton serviteur le plus obéissant. Mais il obéit à ce que tu lui donnes, pas nécessairement à ce que tu voudrais qu'il reçoive. Voilà pourquoi la question que Murphy posait dans ses séminaires n'était pas « est-ce que ce mécanisme existe ?» Il est évident que ce mécanisme existe. La question était « qui a planté les graines dans ton jardin ?» Et est-ce que ce sont les graines que tu aurais choisies si tu avais été conscient du processus à ce moment-là? Dans la plupart des cas, la réponse honnête est non. Tes parents, ton entourage familial, ton école, ta culture, tes premières expériences douloureuses, les conclusions que tu as tirées de moments difficiles quand tu étais trop jeune, pour les interpréter avec discernement, tous ces jardiniers ont planté avant toi, sans mauvaise intention pour la plupart.
souvent avec amour, mais avec leurs propres graines, leurs propres croyances, leurs propres peurs héritées de leur propre jardin à eux. Et tu as hérité de tout ça. La bonne nouvelle, la nouvelle que Murphy a passé sa vie à transmettre et qui a rendu son livre révolutionnaire, c'est que le jardin n'est pas scellé. La terre ne se souvient pas de qui a planté les premières graines. On peut arracher, on peut préparer la terre, on peut replanter délibérément. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre comment les graines s'ancrent. Et c'est l'objet du prochain chapitre. Il y a une chose sur laquelle Murphy insistait que la plupart des gens ne comprennent pas tout de suite. Le subconscient ne stocke pas seulement les expériences. Il stocke les conclusions que tu as tirées de ces expériences. Et ces conclusions ne sont pas toujours les bonnes. Elles sont celles qu'un enfant, ou un adolescent, ou un adulte, sous pression émotionnelle intense, a formulées dans un moment particulier avec les outils de compréhension qu'il avait à ce moment-là. Un enfant de 6 ans qui voit ses parents se disputer violemment autour de questions d'argent peut tirer une conclusion du genre « l'amour et l'argent ne vont pas ensemble ». Un enfant de 9 ans qui essaie quelque chose en public et se retrouve moqué peut conclure « se montrer est dangereux ». Un adolescent dont les efforts sont systématiquement ignorés peut conclure « ce que je fais n'a aucune importance ». Ces conclusions ne sont pas des vérités universelles. Elles sont des interprétations locales, datées, construites avec les ressources limitées d'un esprit en développement dans une situation particulière. Mais le subconscient ne les a pas étiquetées comme interprétations provisoires à réviser plus tard. Il les a stockées comme des faits opérationnels, des instructions de fonctionnement. Et depuis, il agit en conséquence. Le premier pas de toute reprogrammation réelle n'est pas l'affirmation positive. C'est la réalisation que ce que tu crois profondément n'est pas nécessairement vrai. C'est une interprétation, et les interprétations, contrairement aux faits physiques, peuvent être révisées. Chapitre 3. La loi de l'impression. Chaque pensée creuse un sillon. Dans les années 70, puis de façon accélérée dans les années 90 grâce à l'imagerie cérébrale, les neuroscientifiques ont commencé à documenter quelque chose qu'ils ont appelé la plasticité neuronale. L'idée révolutionnaire que le cerveau n'est pas une structure fixe, câblée une fois pour toutes à l'enfance, mais un organe vivant et dynamique qui se réorganise constamment en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il répète et des connexions qu'il utilise ou abandonne. Murphy n'avait pas les mots de la neuroscience. Il n'avait pas les scanners, mais il avait le concept, et il l'avait nommé avec une précision remarquable. Il l'appelait la loi de l'impression. La loi de l'impression dit ceci. Chaque pensée que tu as créée, une trace dans ton subconscient. Pas une impression permanente au premier passage, une pensée unique est une légère empreinte. Mais chaque répétition approfondit le sillon. Et plus le sillon est profond, plus le comportement correspondant devient automatique, naturel, invisible et difficile à contredire volontairement. Pense à la façon dont tu as appris à conduire une voiture. La première fois, tu étais entièrement présent, chaque geste était conscient, délibéré, coûteux en attention. Tu pensais aux pédales, au volant, au rétroviseur, à la distance avec les autres voitures, à la signalisation. C'était épuisant. Maintenant, tu peux conduire en maintenant une conversation complexe, en écoutant de la musique, en pensant à ton rendez-vous de demain. Le comportement a quitté le conscient pour s'installer dans le subconscient. Il s'est automatisé par la répétition. Ton subconscient fait exactement la même chose avec les croyances, les peurs, les habitudes émotionnelles et les schémas de relation. Chaque fois que tu te dis « je suis pas doué pour ça », tu creuses le sillon un peu plus profond. Chaque fois que tu ressens de la honte dans une certaine situation et que tu évites cette situation pour ne plus ressentir cette honte, tu renforces le circuit. Chaque fois que tu interprètes un échec comme une confirmation personnelle, que tu n'es pas à la hauteur plutôt que comme une information sur une méthode, la trace s'ancre davantage et devient plus déterminante pour les décisions futures. Le problème n'est pas que tu penses ces choses à l'occasion. Le problème est que tu les penses avec une fréquence et une intensité émotionnelle qui les transforment progressivement en programme de base. Parce que Murphy avait compris quelque chose que la neuroscience confirmerait des décennies plus tard avec une précision moléculaire. L'émotion est l'amplificateur. Une pensée neutre crée une trace légère, superficielle, facilement remplacée. Une pensée chargée d'émotions, peur intense, honte profonde, désir viscéral, joie authentique, crée une trace profonde, rapide, durable. L'émotion est le marqueur qui dit au cerveau « ça c'est important, retiens-le, organise le comportement futur autour de ça ». C'est pour ça que les expériences traumatisantes s'impriment si vite et si fort. Ce n'est pas que l'événement était objectivement gigantesque ou exceptionnel. C'est que l'émotion associée était d'une intensité que le cerveau a interprétée comme signalant quelque chose de crucial à retenir pour la survie.
Un enfant humilié en public à l'école, pas un traumatisme grave au sens clinique, peut transporter cette impression pendant des décennies. Elle va façonner son rapport à la prise de parole, à l'exposition, au regard des autres, au risque de se montrer, pas parce qu'il l'a décidé, parce que l'émotion de ce moment était suffisamment intense pour graver une instruction profonde dans son subconscient. Se montrer devant les autres est dangereux. Et c'est pour ça que les affirmations positives répétées mécaniquement sans émotion ne fonctionnent presque jamais sur le long terme. Se dire « je suis confiant 100 fois devant un miroir avec la même charge émotionnelle qu'une liste de courses » ne grave rien de profond. La trace est superficielle. Le vieux sillon, lui, continue d'exister en dessous avec toute sa profondeur accumulée sur des années. Murphy le disait clairement, ce n'est pas la pensée qui importe le plus. C'est la pensée ressentie. La pensée vécue avec une émotion congruente, comme si ce qu'elle affirme était déjà réel. La bonne nouvelle dans tout cela, et c'est une très bonne nouvelle, c'est que si l'émotion amplifie l'impression, alors il est parfaitement possible de créer de nouvelles impressions profondes en apprenant à associer les bonnes émotions aux nouvelles croyances qu'on veut installer. C'est ça la reprogrammation. Pas une formule magique, pas un rituel mystérieux, un processus biologiquement réel que Murphy avait cartographié avant que les outils pour le mesurer en laboratoire existent. Chapitre 4. Pourquoi tu te sabotes sans le savoir? Il y a un phénomène que Murphy décrivait dans son livre et qu'il avait observé des centaines de fois dans ses consultations et séminaires. Un phénomène tellement courant qu'il touche la quasi-totalité des êtres humains à des degrés divers, et tellement invisible qu'il passe sous le radar de la conscience dans presque tous les cas. Murphy l'appelait l'auto-sabotage subconscient, et il est brutal dans sa précision. Voici comment il se manifeste dans la vie réelle. Tu travailles dur, tu fournis des efforts sincères, des progrès apparaissent, les choses commencent à bien se passer dans un domaine qui te tient à cœur. Et puis sans raison apparente, sans déclencheur, évident quelque chose arrive. Tu rates un rendez-vous crucial. Tu dis quelque chose qu'il ne fallait pas dire exactement au mauvais moment. Tu prends une décision étrange qui efface une bonne partie des gains précédents. Tu te trouves soudainement épuisé, bloqué ou incapable d'avancer exactement au moment où le succès était à portée de main. Et tu te demandes ce qui t'a pris. Tu cherches une explication rationnelle et tu n'en trouves pas de satisfaisante. La réponse est dans ton subconscient. Ton subconscient a un objectif fondamental qui prime sur tout le reste. Maintenir la cohérence avec ce qu'il croit être vrai de toi. Il est le gardien de ton identité profonde telle qu'elle a été programmée. Et dès que ta trajectoire s'éloigne trop rapidement de cette identité programmée, il déclenche des mécanismes de correction pour ramener le système à l'équilibre qu'il connaît. Non pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il croit protéger la stabilité de ce qu'il reconnaît comme toi. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui le thermostat émotionnel ou le point de référence psychologique. Si le thermostat de ta réussite est réglé à une certaine température, une certaine définition intérieure de ce que tu mérites, de ce que des gens comme toi obtiennent. Alors chaque fois que tu montes trop rapidement au-dessus de cette température, le thermostat se déclenche pour te ramener à la valeur de base qu'il connaît. Murphy avait rencontré des femmes brillantes et aimantes qui tombaient inexplicablement malades chaque fois qu'une relation sérieuse commençait à progresser vers quelque chose de stable et de profond. Des hommes compétents qui déclenchaient des conflits professionnels apparemment irrationnels au moment précis où une promotion ou une opportunité importante se profilait, des entrepreneurs qui prenaient des risques insensés juste avant d'atteindre la stabilité financière qu'ils affirmaient pourtant désirer profondément. Tous étaient sincères dans leur désir de changer. Aucun ne sabotait délibérément et consciemment. Aucun ne voulait l'échec. Mais leur subconscient exécutait fidèlement une programmation plus ancienne que leur désir de changer une programmation qui disait jusqu'ici et pas au-delà. Et voici ce que peu de gens comprennent et qui est crucial. Cette programmation ne vient pas nécessairement de l'enfance. Elle peut venir de conclusions que tu as tirées toi-même, adulte, de certaines expériences difficiles. La première fois que tu as vraiment essayé de réussir quelque chose qui comptait pour toi et que tu as échoué de façon humiliante et publique, peut être qu'une partie de toi a tiré une conclusion pas consciente, pas formulée en mots mais réelle, du genre ce niveau de risque n'est pas fait pour moi. Une conclusion, une graine, et depuis, le jardin exécute cette instruction avec une loyauté que tu n'as jamais demandée. Comment savoir si tu es concerné par ce phénomène ? Murphy suggérait une question d'une simplicité désarmante. Est-ce qu'il y a un domaine spécifique de ta vie dans lequel, peu importe l'effort fourni, peu importe les décisions prises, peu importe le nombre de fois où tu recommences, tu reviens toujours, sensiblement, au même point? Un plafond que tu touches et que tu ne franchis jamais vraiment de façon durable? Si la réponse est oui, ce plafond n'est pas une limite extérieure.
Ce n'est pas la faute du marché, de la malchance, des autres, du timing, c'est un thermostat intérieur, un programme. Et les programmes, contrairement au plafond, se réécrivent. Murphy avait une observation supplémentaire sur l'auto-sabotage qui est particulièrement importante à comprendre. Il avait remarqué que le sabotage n'est jamais aléatoire. Il se produit toujours à des seuils spécifiques, pas n'importe quand. Toujours au même point de basculement, les moments précis où tu approches du niveau que ton subconscient a défini comme « au-delà de ce que je suis ». Ce seuil n'est pas un plafond de verre visible de l'extérieur, c'est une limite identitaire intérieure, une définition de soi. Et tant qu'on n'a pas modifié cette définition de soi à un niveau profond, toutes les stratégies, toutes les méthodes, tous les outils du monde produiront des résultats temporaires avant de se heurter à ce même seuil. C'est pour ça que tant de gens qui obtiennent soudainement plus que ce à quoi ils sont habitués, une somme d'argent inattendue, un succès rapide, une relation meilleure que d'habitude, le perdent ou le quittent dans un délai, étonnamment court. Pas parce qu'ils ne méritent pas, parce que leur identité subconsciente n'a pas encore intégré ce nouveau niveau comme normal. La question n'est donc pas seulement comment atteindre ce que je veux. La question plus profonde est qui dois-je devenir au niveau de mon identité subconsciente pour que ce niveau de réussite soit ma nouvelle normalité. C'est là que Murphy rejoint des décennies plus tard les travaux de chercheurs en psychologie de l'identité et du changement comportemental. L'identité d'abord. Le comportement suit. Un chapitre 5, la technique de la nuit. Reprogrammé pendant le sommeil, Murphy a observé quelque chose pendant des années d'études et de pratiques cliniques. Quelque chose qui l'a fasciné et qu'il a exploré sous tous les angles. Et les études modernes sur le sommeil, la mémoire et la consolidation neuronale ont depuis confirmé cela avec une précision remarquable. Le subconscient ne dort jamais. Pendant que ton esprit conscient s'éteint progressivement, que ton corps se repose, que les pensées du quotidien s'effacent dans les premières phases du sommeil, le subconscient, lui, continue de travailler. Avec une intensité parfois accrue, il consolide les mémoires de la journée, choisissant ce qu'il va intégrer et ce qu'il va laisser s'effacer. Il traite les émotions non résolues, il reconstruit des connexions, il renforce les circuits neuronaux qui ont été actifs dans les heures précédentes, et surtout, il est particulièrement réceptif dans les moments de transition entre la veille et le sommeil. Murphy appelait cet état l'état soporifique. La neuroscience l'appelle aujourd'hui l'état hypnagogique, ce moment, 5 à 20 minutes selon les individus, où tu n'es plus tout à fait éveillé et pas encore endormi, où la pensée devient fluide et imagée, où les contrôles critiques du conscient s'allègent, où la frontière entre ce que tu perçois et ce que tu imagines devient poreuse. Dans cet état, la porte entre l'esprit conscient et le subconscient est entrouverte. Et Murphy avait compris que c'était le moment le plus puissant pour planter de nouvelles graines, parce que le filtre critique, qui rejette habituellement les informations contradictoires avec les croyances établies, est momentanément affaibli. Sa technique décrite dans le livre avec une précision que peu de gens prennent le temps d'appliquer réellement, est d'une simplicité qui peut décevoir avant qu'on en comprenne le mécanisme profond. Avant de t'endormir, dans cet état de demi-conscience, tu choisis une scène. Pas une affirmation verbale, pas une phrase répétée mécaniquement, une scène mentale vivante et spécifique. Un moment concret et sensoriel qui représente ce que tu veux avoir accompli ou vécu. Tu te vois en train de le vivre de l'intérieur, pas de l'extérieur, comme un observateur, mais de l'intérieur comme l'acteur. Tu ressens l'émotion de ce moment comme si c'était réel maintenant. La satisfaction, le soulagement, la joie calme, la fierté tranquille. Tu laisses cette image et cette émotion être les dernières choses présentes dans ton esprit avant de basculer dans le sommeil. Et le subconscient, dans les heures qui suivent, travaille sur ce matériau avec la même fidélité que la terre qui fait pousser une graine. Murphy était extrêmement clair sur ce que cette technique fait et ce qu'elle ne fait pas. Il ne disait pas qu'elle faisait apparaître les choses par magie ou par une quelconque loi d'attraction cosmique. Il disait qu'elle reprogramme progressivement les croyances et les automatismes qui déterminent ensuite tes décisions, ta perception des opportunités, tes comportements spontanés et la façon dont tu interprètes les événements qui t'arrivent. Elle ne crée pas la réalité directement. Elle modifie le filtre à travers lequel tu perçois et agis sur la réalité. Et la différence entre ces deux formulations n'est pas anodine. Elle est la différence entre de la magie et de la biologie. Un homme qui croit au fond de lui qu'il est capable de trouver des solutions regarde les mêmes obstacles qu'un autre et voit des problèmes à résoudre là où l'autre voit des preuves que rien ne peut changer. Pas parce que les obstacles sont différents, parce que son subconscient est programmé pour scanner son environnement à la recherche de possibilités plutôt que de confirmation d'impuissance. La technique de la nuit change le programme de scan. Ce que la neuroscience a confirmé
depuis, pendant les phases de sommeil paradoxal, le sommeil avec rêve, crucial pour la consolidation de la mémoire. Le cerveau renforce les connexions neuronales qui ont été actives récemment. Si tu nourris ton subconscient d'images et d'émotions positives et congruentes juste avant de dormir, ces circuits bénéficient d'un renforcement pendant la nuit, biologiquement, mesurément, réellement. Murphy avait trouvé ce mécanisme par l'observation et l'intuition clinique sur des décennies. La science l'a mesuré par l'imagerie cérébrale et les études sur le sommeil. Les deux arrivent au même endroit. La nuit n'est pas un vide. La nuit est un atelier. Et tu peux choisir délibérément ce qu'on y fabrique. Chapitre 6. L'argent, la réussite et les croyances que tu n'as pas choisies. Parlons d'argent directement, sans détour. Parce que c'est là que les croyances subconscientes sont souvent les plus profondément ancrées, les plus émotionnellement chargées, les plus résistantes à l'interrogation consciente et les plus déterminantes pour le cours d'une vie. Murphy avait observé une chose qui l'avait frappé dans ses années de consultation. Des gens intelligents, capables, travailleurs, qui ne semblaient jamais pouvoir dépasser un certain niveau financier. Quelle que soit l'opportunité, quel que soit l'effort, quel que soit le démarrage prometteur, quelque chose finissait toujours par ramener la situation au même point de départ, comme un élastique invisible. Pas parce que les opportunités n'existaient pas, pas parce que il manquait de compétences ou d'intelligence, mais parce que quelque chose de profond, de non examiné, résistait systématiquement à la prospérité réelle. Et quand Murphy creusait, quand il s'asseyait avec ces personnes et commençait à explorer non pas ce qu'elles pensaient de l'argent en surface, mais ce qu'elles croyaient vraiment dans leurs couches les plus profondes, il trouvait presque toujours la même chose. Des phrases héritées, des sentences prononcées des dizaines, des centaines de fois pendant l'enfance. Pas comme des leçons formelles, comme des vérités de l'air ambiant. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des profiteurs, des exploiteurs, des gens sans scrupules. On n'est pas des gens à argent dans notre famille. L'argent est difficile à gagner et facile à perdre. Il faut travailler dur toute sa vie pour s'en sortir et encore. On ne peut pas être riche et honnête. Ces phrases n'ont pas été évaluées par l'enfant que tu étais. Elles n'ont pas été soumises à la pensée critique, au débat, à la vérification empirique. Elles ont été absorbées. Elles sont descendues directement dans le subconscient, contournant le filtre critique du conscient, qui n'était pas encore pleinement développé. Et là, elles se sont installées comme des axiomes. Des vérités de base si fondamentales qu'elles ne se questionnent même plus. Elles opèrent en dessous du niveau de l'interrogation consciente. Et depuis, le subconscient les exécute avec une loyauté absolue parce que c'est sa nature d'exécuter ce qu'il a reçu. Murphy avait une formulation qui est restée célèbre. Tu ne peux pas attirer ce que tu condamnes intérieurement. Ce n'est pas de la métaphysique. C'est une description précise de cohérence comportementale. Si ta croyance profonde est que l'argent est sale, que les gens prospères sont moralement suspects, que la richesse est incompatible avec les valeurs que tu respectes, alors ton système de décision automatique va systématiquement éviter tout ce qui mène à la prospérité. Les opportunités financières seront perçues avec méfiance instinctive. Les négociations seront inconsciemment sabotées. Les investissements sembleront trop risqués. Les demandes légitimes d'augmentation sembleront indécentes. Pas parce que tu le décides. Parce que ton subconscient préserve la cohérence entre tes croyances profondes et tes actions. Murphy avait rencontré des gens qui, après avoir compris cela, pouvaient retracer leurs croyances financières jusqu'à des origines précises. Un père qui avait perdu toute sa fortune de façon soudaine et traumatisante, et dont la honte était devenue un avertissement transmis à toute la famille. Une mère qui avait grandi dans une communauté religieuse où la pauvreté était présentée comme une vertu et la richesse comme un danger spirituel. Un enfant à qui on avait répété, avec affection, que les gens comme nous ne deviennent pas riches, et c'est très bien ainsi. Une graine, plantée souvent sans intention de nuire, arrosée pendant des années par la répétition et la consistance émotionnelle. Et maintenant, le jardin produit ce qu'il a toujours produit, non pas parce que c'est inévitable, mais parce que personne n'a jamais examiné le sol. La question que Murphy posait, alors la question qu'il faut se poser maintenant, avec honnêteté, est celle-ci: si tu pouvais voir clairement les croyances réelles de ton subconscient sur l'argent, sur ce que des gens comme toi méritent d'avoir, sur ce que la prospérité dit de toi en tant que personne, est-ce que ce seraient des croyances que tu aurais délibérément choisies si tu en avais été conscient? La plupart du temps, la réponse honnête est non. Elles ont été choisies par d'autres, dans d'autres temps, pour d'autres raisons. Et aucune croyance non choisie n'est obligatoirement permanente. Chapitre 7. La guérison par la foi en soi. Ce que la médecine ne dit pas, Murphy n'était pas qu'un philosophe ou un théologien explorant des idées abstraites. Il était aussi un observateur clinique méticuleux.
Et parmi ses observations les plus troublantes, celles qui lui ont valu le plus de scepticisme de la part de l'establishment de son époque, certaines concernaient directement la santé physique. Il avait documenté des cas, pas des anecdotes vagues, des cas documentés avec des noms et des contextes précis de personnes dont des symptômes physiques mesurables avaient disparu ou s'étaient significativement améliorés après un changement de croyance profonde. Des douleurs chroniques persistantes, des conditions inflammatoires rebelles au traitement conventionnel, des troubles fonctionnels que la médecine de l'époque déclarait inexplicables. La médecine de l'époque avait largement rejeté ces observations comme de l'anecdote, de la coïncidence ou de la pensée magique. Ce que la recherche a confirmé dans les décennies suivantes est plus complexe et plus nuancé, mais pointe dans une direction que Murphy avait pressentie. La connexion entre l'état psychologique et la biologie physique n'est pas une métaphore. C'est une réalité moléculaire, hormonale et neurologique. L'effet nocebo, l'inverse du placebo, où une croyance négative produit de vrais symptômes physiques mesurables, est aujourd'hui documenté de façon scientifiquement robuste. Des patients à qui on annonce un diagnostic grave avec certitude développent des symptômes correspondants, même quand le diagnostic s'avère ensuite erroné. Des chirurgies fictives avec patients endormis produisent des améliorations réelles et mesurables dans certaines conditions expérimentales. Ces effets ne sont pas imaginaires, ils sont biologiques. La psychoneuroimmunologie, cette discipline qui étudie les interactions entre états psychologiques, système nerveux et système immunitaire, est maintenant l'un des domaines les plus actifs de la recherche médicale. Les résultats sont sans ambiguïté. Les états émotionnels chroniques ont des effets mesurables et réels sur le système immunitaire, sur la production de cortisol, sur l'inflammation systémique, sur la pression artérielle, sur la réponse au traitement. Ce que Murphy avait compris intuitivement, c'est que le subconscient commande également les fonctions de régulation du corps. Le système nerveux autonome qui gère la respiration, la digestion, la réponse au stress, la circulation sanguine, n'est pas séparé de l'état psychologique. Il est profondément lié aux croyances dominantes et aux émotions chroniques de la personne. Une personne qui croit profondément et continuellement qu'elle est fragile, vulnérable, que sa santé est mauvaise par nature ou par hérédité, cette personne envoie des signaux constants à son système nerveux qui correspondent à un état de menace permanente. Ce n'est pas des signaux neutres. Le corps répond à ces signaux comme il répondrait à une menace réelle, en maintenant un état d'alerte qui, sur le long terme, épuise les ressources du système immunitaire et favorise les processus inflammatoires. Murphy ne disait pas que la pensée positive guérit tout. Il ne prétendait pas remplacer la médecine conventionnelle ou offrir une alternative miraculeuse aux traitements médicaux. Ce qu'il disait est à la fois plus nuancé et plus puissant que ça. Ton état psychologique intérieur, tes croyances dominantes, tes émotions chroniques, la façon dont tu te perçois et dont tu perçois ta capacité à récupérer et à t'adapter n'est pas séparé de ta biologie. Il en fait partie intégrante. La foi en soi, pas une foi aveugle dans le déni de la réalité, pas une négation optimiste des difficultés réelles, mais une croyance profonde et sincère en ta capacité à récupérer, à t'adapter, à guérir, à traverser cette foi à un substrat biologique mesurable. Elle active des voies de régulation différentes de celles que l'anxiété et l'anticipation du pire activent. Et ça change tout à la façon dont tu te parles quand tu es épuisé, malade ou en train de traverser une période difficile. Pas pour nier la réalité, pour ne pas ajouter la programmation de l'impuissance à des défis qui sont déjà réels. Il y a une distinction que Murphy faisait avec soin et qu'il est essentiel de ne pas manquer. Il ne disait pas que les pensées créent la santé par magie. Il disait que certaines croyances créent des conditions biologiques qui favorisent ou défavorisent la guérison et la résilience. C'est pas la même chose. La distinction est cruciale parce que elle évite deux erreurs opposées. La première erreur est de croire qu'il suffit de penser positivement pour guérir de n'importe quoi, une croyance qui peut amener des gens à refuser des soins médicaux nécessaires au nom d'une philosophie de l'esprit. La deuxième erreur est de croire que l'état psychologique n'a aucune influence sur le corps, une position que la science a définitivement abandonnée. La vérité, comme Murphy l'avait pressenti et comme la recherche le confirme, est quelque part entre les deux. L'état intérieur compte, il compte biologiquement, il module des processus réels, mais il n'est pas tout-puissant sur tout ce qui arrive au corps et il n'est pas un substitut aux soins appropriés. Ce qu'il peut faire, et ce n'est pas rien, c'est créer les meilleures conditions intérieures possibles pour que le corps dispose de toutes ses ressources de récupération et d'adaptation. Et refuser de programmer l'impuissance dans un système qui a encore de la résilience à déployer. C'est ce que Murphy appelait « travailler avec sa nature plutôt que contre elle ». Chapitre 8, la méthode Murphy. Comment appliquer tout ça maintenant?
Voilà ce que Murphy ne voulait pas que son livre soit. Une belle idée qui reste dans un livre. Un concept admiré en théorie et ignoré en pratique. Il avait un côté profondément pragmatique. Un côté qui croyait que comprendre sans changer n'est pas vraiment comprendre, c'est juste une mise à jour de tes représentations intellectuelles sans impact réel sur ta vie. Il voulait que les gens changent. Pas qu'ils trouvent ces idées intéressantes, qu'ils changent réellement. Alors voilà sa méthode, pas un résumé approximatif. La méthode telle qu'il la décrivait dans ses conférences et dans ses écrits, avec la précision d'un praticien qu'il avait observé fonctionner des centaines de fois. La première étape est l'identification honnête. Prends un domaine de ta vie qui stagne ou qui te bloque de façon répétée. Un seul domaine ne commence pas avec toute ta vie en même temps. L'argent, les relations amoureuses, ta carrière, ta confiance en public, ta santé, la relation à toi-même, un seul. Et pose-toi cette question avec une honnêteté que tu te permets peu, être pas habituellement. Quelle est la première pensée automatique qui arrive quand tu imagines vraiment avoir ce que tu dis vouloir dans ce domaine? Pas la réponse que tu donnerais dans une conversation sociale. La première réponse automatique, celle qui arrive avant que tu aies le temps de la censurer pour qu'elle semble correcte ou positive. Souvent, cette première réponse révèle la croyance subconsciente. Ça n'arrivera jamais vraiment pour moi. Je ne mérite pas vraiment ça. Les gens comme moi n'ont pas ça de façon durable. Il y a toujours quelque chose qui se passe au dernier moment. Ça ne durait pas de toute façon. Note ce que tu trouves. Sans jugement, sans honte. C'est une information précieuse. Pas un verdict moral, c'est la graine à examiner. La deuxième étape est la construction de l'image nouvelle. Murphy ne recommandait pas les affirmations verbales répétées mécaniquement devant un miroir. Il les trouvait superficielles dans la plupart des cas parce qu'elles opèrent uniquement au niveau du conscient, sans accéder au subconscient. Il recommandait la construction d'une scène mentale vivante, concrète, spécifique, sensorielle. Pas « je suis prospère », mais la scène précise et détaillée de ce que signifie la prospérité pour toi spécifiquement, l'endroit où tu es, ce que tu fais, ce que tu ressens dans ton corps, la texture physique de cet état, la légèreté, la stabilité, le calme ou l'énergie, les détails concrets qui rendent la scène réelle à ton imagination. Plus la scène est spécifique, plus elle est efficace. Parce que le subconscient répond aux images chargées d'émotions, pas aux concepts abstraits. Prospérité est un concept. La scène précise où tu vois clairement les détails de ce que la prospérité signifie pour toi est une image que le subconscient peut traiter comme réelle. La troisième étape est la répétition avec congruence émotionnelle. Murphy était absolu sur ce point et ne faisait aucune concession. La pensée sans émotion congruente n'imprime pas en profondeur. L'émotion est l'encre, la pensée est le texte. Sans l'encre, le texte ne reste pas. Donc quand tu projettes ta scène idéalement dans l'état hypnagogique du soir, dont on a parlé au chapitre 5, tu ne l'observes pas passivement comme un film. Tu t'y places comme acteur, tu ressens l'émotion associée avec une intensité aussi réelle que possible, comme si la scène était en train de se passer maintenant. C'est ce mélange image spécifique plus émotion vécue qui crée l'impression profonde dans le subconscient. La quatrième étape est la constance sans anxiété. Murphy insistait sur ce point avec une insistance qui révèle à quel point il avait observé les gens faire cette erreur. Ne pas s'accrocher avec anxiété au résultat. L'anxiété envoie un signal au subconscient qui est exactement le contraire de ce qu'on veut imprimer. Je n'ai pas encore ce que je veux et ça me fait peur est une impression aussi forte que j'ai ce que je veux, mais dans la direction opposée. La pratique doit être régulière et elle doit venir d'un lieu de confiance tranquille. Comme un jardinier qui plante et arrose avec la confiance sereine que la terre fait son travail, sans arracher les graines tous les matins pour vérifier si elles ont germé. La cinquième étape, souvent négligée parce qu'elle semble moins mystérieuse. Agir sur les signaux. Murphy disait que le subconscient, une fois que la reprogrammation commence à envoyer des signaux vers la conscience. Des idées qui viennent de nulle part. Des impulsions d'agir dans une certaine direction, des intuitions sur des personnes à contacter, des opportunités à saisir, des conversations à avoir. Ces signaux ne sont pas magiques au sens surnaturel. Ce sont les outputs d'un système qui cherche maintenant activement ce qu'on lui a dit de chercher. Le rôle du conscient est d'agir sur ces signaux promptement, sans attendre la garantie que l'action mènera au résultat. Pas de les analyser pendant 6 semaines jusqu'à ce que l'impulsion disparaisse. D'agir. L'action et la reprogrammation fonctionnent ensemble comme 2 jambes pour marcher. L'une sans l'autre est incomplète. La reprogrammation sans action reste dans l'imagination. L'action sans reprogrammation reste bloquée par les vieux programmes qui remontent à la surface dès que la pression monte. Ensemble,
elle change quelque chose de réel. Il y a aussi ce que Murphy appelait les erreurs classiques, les façons dont la plupart des gens tentent d'appliquer ces principes et obtiennent peu de résultats, parce qu'ils font une chose cruciale de travers. L'erreur la plus commune est la contradiction. Tu projettes une image de prospérité le soir avant de dormir et pendant la journée, tu parles de tes finances avec inquiétude, tu penses à tes dettes avec anxiété, tu te dis que les choses ne changeront probablement pas. Tu envoies des signaux contradictoires à un subconscient qui ne sait pas gérer la contradiction. Il choisit le signal le plus fréquent et le plus chargé émotionnellement. Et souvent, c'est le signal négatif parce que la peur et l'anxiété sont des émotions particulièrement intenses. La deuxième erreur classique est l'impatience couplée au doute. Tu pratiques pendant 2 semaines, tu ne vois pas de résultats spectaculaires, tu conclus que ça ne marche pas pour toi spécifiquement, et tu arrêtes. Ce faisant, tu confirmes exactement la croyance que tu essayais de remplacer. Pour moi, ça marche pas. Murphy disait « Le subconscient ne change pas sur commande. Il change par accumulation. Comme l'eau qui creuse la pierre, pas par la force, mais par la constance. » Une session isolée ne grave rien de profond. Une pratique régulière, sur des semaines et des mois, réécrit progressivement ce qui a été écrit sur des années. La troisième erreur est de choisir des scènes trop vagues ou trop grandes pour être ressenties comme réelles. L'imagination a besoin de spécificité pour produire une émotion congruente. Être heureux et prospère est trop abstrait. La scène précise d'un moment spécifique avec des détails sensoriels, une localisation, une émotion identifiable, est quelque chose que le subconscient peut traiter. Commence petit, commence spécifique, et laisse le temps faire ce que la volonté seule ne peut pas faire. Conclusion, tu n'étais pas brisé. Au début de cet audiolivre, j'ai dit quelque chose que je veux reprendre maintenant que tu as tout ce contexte. Que tout ce que tu vis, les blocages répétés, les plafonds invisibles, les peurs que la raison ne dissout pas, les habitudes qui reviennent toujours, n'est pas une question de valeur ou d'intelligence ou de mérite ou de volonté. C'est une question de programmation. Et je veux terminer sur ce que cette phrase implique vraiment. Parce qu'elle implique quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais reçu d'une façon qui atterrit vraiment. Tu n'étais pas brisé. Tu n'étais pas condamné par ta génétique ou ton histoire ou tes origines. Tu n'étais pas la preuve vivante que certaines personnes sont faites pour une certaine vie et que d'autres doivent s'en accommoder. Tu n'avais pas un caractère fondamentalement défectueux, une intelligence insuffisante ou une destinée scellée. Tu avais reçu des programmes que tu n'avais pas choisis, des programmes qui tournaient en arrière-plan avec une efficacité silencieuse, qui façonnaient des décisions et des comportements sans que tu aies jamais eu la possibilité consciente de dire oui ou non à leur contenu. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est maintenant ta responsabilité. La distinction entre faute et responsabilité est l'une des plus importantes que Murphy ait faite dans son travail. La faute regarde en arrière et cherche un coupable. La responsabilité regarde en avant et cherche ce qu'on peut faire maintenant. Et ce qu'on peut faire maintenant, armé de cette compréhension, est considérablement plus que ce que la plupart des gens croient possible. Murphy ne promettait pas une transformation instantanée. Il ne promettait pas que les résultats viendraient en 3 semaines si tu suivais sa méthode avec discipline. Il promettait quelque chose de plus honnête et de plus durable que ça. Une compréhension réelle du mécanisme qui gouverne ta vie. Et les outils pour commencer à le reprendre en main délibérément. Un sillon à la fois. Une graine à la fois. Une nuit à la fois. Ce que tu as entendu aujourd'hui ne te donne pas un pouvoir magique. Ça te donne quelque chose de plus utile, une carte précise du terrain sur lequel tu joues ta vie. Et avec une carte précise, tu peux commencer à naviguer différemment, pas en espérant que le vent tourne, en comprenant où tu es et en choisissant la direction. Ton subconscient t'a gouverné jusqu'à présent en grande partie sans que tu le saches. Ce que tu sais maintenant change les règles du jeu pas de façon spectaculaire, mais de façon réelle et cumulative. La question n'est plus pourquoi est-ce que ça ne change jamais. La question est désormais qu'est-ce que je choisis de planter maintenant. C'est à toi de répondre, et tu sais maintenant comment poser la question au bon endroit. Une dernière chose, avant que tu poses cette question. Murphy avait une conviction profonde sur laquelle tout son travail reposait. Une conviction qui traverse chaque page de son livre et chaque conférence qu'il a donnée pendant des décennies. Il croyait que la capacité de reprogrammer son subconscient n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un talent spécial. C'est pas réservé aux intellectuels, aux spirituels avancés, aux gens qui ont eu la bonne éducation ou la bonne chance de naissance. C'est une capacité universelle, inhérente à la nature de l'esprit humain, disponible pour chaque personne qui comprend le mécanisme et choisit de l'utiliser délibérément. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une promesse, c'est une description de ce qui est déjà vrai de toi, de ton esprit, de son fonctionnement, de sa capacité à se transformer. Murphy n'inventait rien. Il observait quelque chose qui existait avant lui et qui existera après nous tous.
Le subconscient travaille pour toi ou contre toi selon ce que tu lui donnes. Depuis aujourd'hui, tu sais faire la différence. Ce que tu fais avec ça, c'est ce qui compte.